se retrouve aujourd'hui avec Nel, Léna et Adrien pour nos prédictions des Oscars 2024. On va un petit peu papoter aujourd'hui sur nos chouchous des Oscars, nos prédictions pour les gagnants et gagnantes des différentes catégories et voir justement pour nous qui sont les gagnants, qui sont les films qui méritent ou ne méritent pas d'être nommés aux Oscars, et on va discuter de tout ça. Qui sont les gagnants dans notre cœur. Surtout. Le petit chouchou. Voilà. C'est qui vos chouchous de cette 96e édition? Je pense qu'il y en a un qui est un peu, on va dire, le préféré de tout le monde. Le premier de la classe, ou la première de la classe en tout cas. Et c'est pas parce qu'on est français. Je pense qu'il y a un peu de chauvinisme aussi quand même juste derrière. parce qu'on est Vite français. Il y a fait, du mais chauvinisme. elle a pris combien de nominations déjà? Elle a tout 5. gagné, hein. En tout cas, Non, pour sans nous faux. 4, Ouais. ça fait consensus, ça je le sais. Il y avait aussi Past Lives, je crois, qui nous avait Ouais. beaucoup plu à tous les 4. Ouais, Past préfère Life, un truc par ici. Mais c'est dommage qu'il ait pas eu plus de nominations en vrai. Qu'il soit que dans meilleur film. Mais sinon, pour moi, c'était grave mon favori également. C'est aussi un film de femmes. En fait, il n'y en a pas tant que ça non plus. Enfin, il y a quand même, évidemment, il y a Barbie. Et c'est trop chouette, mais après Barbie, je pense que ça se discute. C'est plus un phénomène Ouais. que... Ouais, c'est quand même une autre approche. Ouais, moi je le vois moins comme une œuvre cinématographique que comme voilà, un phénomène. Et c'est trop cinéma, chouette ouais. qu'il soit nominé parce que ça met le focus sur Greta Gerwig, même si elle n'est pas nominée dans la réal, et sur le phénomène qui a été le film. Mais d'un point de vue cinématographique, Past Life, c'est quand même clairement autre chose. Clairement. Et à côté de ça, Rien à voir, clairement. ouais, il y a tellement de noms. Enfin, voilà, il y a Scorsese, il y a Nolan, ça fait tellement entre-soi valorisant. du cinéma qu'on connaît déjà Oui. par cœur. Mm. C'est chouette d'avoir Past Lives. En plus, pour Céline Song, qui vient du théâtre, et pour qui c'est la première... c'est sa première réalisation. Ouais, c'est son premier film. Hyper impressionnant, mais forcément on reviendra dessus plus tard. Mais gros chouchou pour nous 4 en tout cas. Et je pense que le reste, ça fait un petit peu moins consensus au niveau de nos chouchous. Zone of Interest, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Important. Très proche. Hein. Tu disais l'autre jour que c'était difficile d'en parler comme d'un chouchou, honnêtement, mais c'est un film hyper important. L'expérience spectateur, on peut pas dire qu'elle soit agréable, mais c'est très bien justement parce que ça nous met dans une zone compliquée, Waouh. ça nous met dans une posture compliquée. Mais moi, je sais que j'en suis sortie, je me dis, mais je suis une personne horrible. Enfin, ça te met dans une position qui est telle que je pense que tu peux pas en sortir en te sentant bien. Et je pense que c'est pas ça le but non plus, mais c'est pour ça que c'est difficile. Moi, je le mettrais pas dans un chouchou, parce que niveau ressenti, il est bien. Est-ce que j'aime le regarder? Est-ce que j'aime ce que ça me fait? T'en ressort un peu comme j'ai oublié son nom, mais le personnage principal, le nazi principal, qui descend l'escalier en vomissant. Ouais. T'en ressort un peu comme ça en fait. Et c'est la nausée, quoi. Ouais. C'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Après, pour moi, c'est plus que c'est un film tellement nécessaire. Enfin, Ouais. bien sûr qu'il mérite sa place parce que c'est tellement C'est sûr. inédit, puis c'est tellement un témoignage. Il y avait une vidéo d'un sociologue qui disait que le film abordait très bien la sociologie nazie, enfin d'un point de vue très clinique. Industriel même. Ouais, voilà. Enfin, il y avait un côté historique au-delà de l'affect qui était hyper bien traité par le film. Du coup, ça me paraît trop normal qu'il ait sa place dans la nomination parce que c'est un tour de force. Mais pareil, je peux pas le mettre dans mes chouchous parce que j'étais tellement mal que c'est pas un film qui m'a habité parce que je pouvais pas le laisser m'habiter tellement c'était affreux. Moi, c'est l'affiche qui m'a trop marqué dans ce film. Ouais. Je trouve qu'elle résume tellement bien. Enfin, genre, c'est dommage qu'il y ait une catégorie meilleure affiche. Oh putain. Il y en aurait Parce peut-être que pas bonne beaucoup idée. de nommés Là, finalement. là j'aurais défendu Poor Things. Mais c'est genre la seule catégorie que Vrai. j'aurais défendu. Eh bien, parlons-en, parce qu'il y en a un aussi... Enfin, toi, tu l'aimes bien, Poor Things, mais au niveau de la Beaucoup. photographie. Oui, même en dehors de ça, au niveau de la musique aussi, je l'ai trouvé juste fabuleux, et même du jeu des acteurs, je trouvais Emma Stone qui était incroyable dedans, finalement, dans la première partie. Et tellement de choses qui en ressortent, moi, mais en effet, le sous-texte après me chiffonne un peu plus, on va dire. Oui. Tout de même, Mais hein, c'est tant mieux. Terre On chiffonné, en parlera employé. plus Il y a quand même tard. il y a quand même un petit problème là-dedans. Mais non, beaucoup de très bonnes choses, je pense, qui ressortent de Poor Things, que j'aime beaucoup, et qui a sa place, selon moi, dans le top 4, en tout cas. Moi, j'aurais aimé l'aimer, mais... Enfin, d'un côté, c'est tellement génial visuellement, Mhm. mais... Je trouve que ça se perd un peu dans Poor Things, moi, après. Ouais. Je trouve qu'il y a toute une montée, et qu'au Ouais. milieu du film, on perd tout ça, et que on perd déjà dans le jeu d'Emma Stone, je trouve, qui disparaît au fur et à mesure vers un truc très robotique, et qui me plaît beaucoup moins, là où elle innovait beaucoup dans toute la première partie.
même visuellement, même en termes d'idées, de mise en scène, ça a tout qui se répète un peu et c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il avait plus grand chose à dire en fait, mis à part finir son film quoi. Et puis toute cette partie à Paris, c'est trop long je trouve. Oui. En coup de cœur, moi j'avais Perfect Days aussi, Oui. qui était vraiment, enfin, le voir à Paris fin décembre, c'est vraiment, je pense, le meilleur contexte pour voir ce film, vraiment qui te sort un petit peu de la routine et le fait de toujours être dans la consommation et le stress et je sais pas comment dire, genre l'enchaînement et un petit peu posé. Enfin vraiment, je pense que c'est une de mes meilleures expériences en salle de l'année en tout cas, parce que ce que ça m'a procuré comme sentiment et en émotion et je sais pas, vraiment une thérapie en 2 heures, mais ça faisait du bien. Il est trop chouette. Et en même temps, il y a ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est que au départ, c'est un peu comme un conte sur comment être heureux très simplement. Et tu penses que tu connais l'histoire, enfin tu penses que ça va être l'histoire de cet homme qui n'a rien, mais qui s'en satisfait parce qu'il est trop heureux de prendre en photo des arbres et nettoyer des toilettes. Et en fait, finalement, ça va plus loin que ça et tu sens quand même la fragilité du personnage. Je sais pas si vous l'avez vu du coup. Non, malheureusement. La caisse depuis tout à l'heure, mais j'ai pas du tout vu ce film. Mais ça a l'air super en tout Il cas. est trop bien, en vrai, il est trop bien. Mais je sais pas, en fait, je sais pas si t'es d'accord, mais du coup, au d'un moment, ça bascule quand même dans un truc où tu sens qu'il va pas si bien que ça. Et que voilà, c'est pas juste un film très simple sur le bonheur en bullet point, genre renoncer à tout, détachez-vous matériellement. Enfin, tu sens qu'il est traversé par des choses difficiles. Et dernier chouchou pour moi, mais puisque c'est en lien, est-ce que finalement May December se moque pas un petit peu de tout ce qui est nested acting? Je ne sais pas. C'est vrai. C'est une très bonne, piste. Non, malheureusement, je l'ai pas vu. Il est à rattraper. Et oui. Qui aurait sa catégorie dans meilleure affiche pour le coup, si ça avait été une catégorie. C'est vrai. Qui dit tout aussi, cette affiche. L'affiche est très chouette. Pourquoi elle dit tout? Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout de quoi parlait le film non plus, comme la plupart des films que je suis allé voir pour les Oscars. Et pour le coup, directement, je me suis dit je pensais que c'était l'histoire un peu à la Neon Demon, quelque chose sur les apparences ce truc des acteurs et des actrices qui faut absolument sont dans la concurrence, absolument garder la jeunesse et tout ça. Et au final, c'était pas vraiment ça, mais un peu quand même. Ouais, il y a un truc très télévision aussi dans le film. Moi, c'est ça que j'ai aimé. La musique, j'ai l'impression de voir un feuilleton. Mais c'est le générique d'une émission. Où Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Ça, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai vu dans la bande-annonce, ça m'a fait marrer quand je l'ai entendu. Je sais pas si ça est du coup. Moi, ça m'a fait un peu décrocher parce que du coup, j'ai pensé à ça et au thème de Michel Legrand, parce que je crois que c'est Michel Legrand qui a composé. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que vient foutre cette musique sur ce film? Bah, justement, moi, je me dis qu'en fait, c'est peut-être aussi un film procès qui se raconte pas. Du coup, qui serait l'envers c'est logique. d'Anatomie d'une chute. Tu vois, il y a le film procès au tribunal et puis il y a le film procès dans la vie de tous les jours. Et il y a même le travail de la caméra, enfin les zooms. Finalement, c'est assez moche comme film. Enfin, moi, j'aime bien le grain. Le côté un peu baigné d'une douce lumière blanche, enfin très télé, en fait, très téléfilm presque. Mais ouais, du coup, ça fait un peu fait divers. Enfin, c'est trop intéressant, le traitement de l'image sur ce film est très chouette. Et je suis déçue qu'il soit pas ailleurs dans d'autres catégories à part meilleur scénario. Il méritait. C'est vrai que c'est le coup des zooms, là, moi, c'est le premier qui m'a beaucoup fait rire. Je crois que c'est le premier du film qu'on voit. Quand il y a Julianne Moore qui ouvre le frigo, il y a un gros zoom sur sa tête et cette musique là qui dit il va nous falloir plus de hot dog. Et moi j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit inversé, que ce soit une femme qui soit dans le rôle de la personne qui groom comme tu dis et un jeune homme, enfin non pas pour dire que l'inverse n'est pas nécessaire non plus hein, mais c'est quelque chose qu'on voit peu au cinéma. Et là, avec actuellement tout ce qui est autour du MeToo masculin, qui commence un petit peu à émerger depuis les Césars, où il y a des acteurs qui commencent à prendre la parole pour dire voilà, en fait, moi aussi j'ai été abusée, mais c'est très difficile de. Enfin, j'avais vu la citation d'un acteur et j'ai plus son nom, qui disait en fait, c'est compliqué d'aller voir la police et de dire je fais 1m90, mais j'ai été abusée par tel réalisateur sur ce tournage. Et ouais, du coup, c'est trop intéressant d'avoir aussi le point de vue des hommes victimes. Parce qu'on l'entend pas beaucoup quoi. Et pour le coup c'est assez agréable parce que est-ce que les réals nominés cette année sont horribles? Le réal de Winter Break c'est vrai. de The Holdovers a été accusé d'agression sexuelle. Alexander Payne du coup Parce que qui n'est pas nommé du coup la réalisation. Il peut y avoir plus d'acteurs, de réalisateurs ou même de personnes dans l'équipe technique.
puis on va parler des réalisateurs qui sont accusés d'agression sexuelle, mais de ce que l'on sait, du coup, il y aurait que... Comment il s'appelle déjà ? Alexander Payne. Il y aurait que Alexander Payne. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ouais, c'est triste, hein, mais c'est bon pas début. trop mal. Ouais, c'est un bon début. Mais pas dans les Césars. Oui, voilà. Bah, en vrai, terrible, mais ouais. Moins pire que les Césars. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour des chouchous ? Est-ce Ouais. qu'on parle des flops ? Est-ce qu'on peut roast Voilà, Oui, on peut, en vrai, on peut. Moi, c'est mon exercice préféré. Le roast. Ok. Film que aucun de nous avons vu, American Fiction. Mais il y a peut-être une logique interne qui nous dépasse. Et nommer un film qui est réalisé, joué par des personnes africaines-américaines, mais qui est plus faible que le reste de l'ensemble des meilleurs films, c'est en fait promouvoir de la diversité entre guillemets, mais en même temps torpiller. Ouais, pour moi, c'est de la diversité. Enfin, j'ai pas vu le film, donc je vais pas me prononcer, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu cocher la case. Hop, on met un film qui à la fois a un cast noir et réalisé par un réalisateur noir, parle d'identité, de questions de race et tout, histoire de se dire bon bah voilà, on coche les cases, on est politiquement correct, mais enfin la promo autour de ce film, je trouve qu'elle est pas du tout la même que pour les autres. C'est trop injuste. Pourquoi est-ce que ce film il bénéficie pas de la même lumière que le film de Nolan ou le film de Scorsese ? C'est quoi les autres flops ? Bah, je fais mon mémoire dessus, donc je vais pas en parler, mais parlons de Barbie. Allez. Toi, tu mets dans les flops ? Je pense que... Allez, on va parler de mémoire. Je pense que ça se joue vraiment au niveau des attentes. Ouais. Quand j'ai suivi un petit peu le fait que Greta Gerwig allait faire une production Mattel, Warner. Je me dis ça va être cool si jamais c'est un tout petit peu subversif au niveau de l'humour, si jamais c'est un tout petit peu ironique et qu'elle reprend genre un petit peu des codes culturels qu'on aime bien. Moi j'y suis allée, j'avais pas énormément d'attentes, je pensais pas du tout que ça allait être un film féministe, je pensais vraiment que ça allait être comédie de base. Du coup j'ai été surprise parce que j'avais regardé 0 bande-annonce, etc. Du coup j'ai été un petit peu surprise qu'on parle légèrement de patriarcat, mais voilà. J'ai adoré les petites références qu'il y a eu à Pride and Prejudice, des choses qui sont très codées de l'éducation féminine, la culture féminine. Quand elle lève tes lunettes et que tout d'un coup tu es belle. Au final, je suis d'accord pour dire que c'est du féminisme libéral et que ça peut être dangereux de le vendre comme le féminisme suprême et comme quelque chose de très libérateur, etc. Et d'un côté, moi je sais qu'il y a des vannes dedans qui me font très rire, même la line de fin. Ah ouais, ça c'est vraiment très drôle. Moi voilà, j'adore. Je pense qu'il y a pas, faut pas prendre le film pour ce qu'il est pas non plus. C'est assez littéral comme. Après, je suis d'accord qu'il y a un truc où moi, ce qui m'a déplu, c'est que pareil que toi, j'adore les blagues. Il y a des moments trop savoureux, je trouve grave l'humour de Gerwig et tout. Et en même temps, des fois, t'es là, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire au fond ? Parce qu'elle veut aborder un peu tous les problèmes possibles et inimaginables qu'il peut y avoir dans le féminisme et dans la société. Enfin, c'est sans fin. En même temps, elle laisse de côté des problèmes hyper importants comme. À part le moment où elle en parle très très rapidement avec les ados, quand elle est dans le vrai monde. Mais la grossophobie de Barbie, les stéréotypes de beauté qu'elle a contribué à diffuser dans la société, tout ça s'est un peu évacué vite. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se perd un peu. Je sais pas si je dirais jusqu'à dire que c'est mon flop, mais c'est clairement pas mon top. En fait, elle avait beaucoup d'idées, Greta Gerwig avait beaucoup d'idées et elle a dû se battre pour que certaines scènes soient gardées, comme par exemple la scène avec la vieille dame à l'arrêt de bus. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des choses qui sont là, qui sont basiques, mais qui pour Mattel et pour Warner étaient déjà de trop. Et du coup, on se retrouve avec un truc un petit peu mitigé de on va parler féminisme, mais du coup, pas trop. Et bonne vanne, mais je sais pas. Il y a tellement de choses à dire en fait. Encore une fois, de quoi s'attendre de si grosses industries comme Mattel et Warner. Fallait pas s'attendre à un truc qui renverse complètement les codes et. C'était sûr que ça allait se finir comme ça. Quoi. Là, ça prouve juste qu'en fait, un film de commande par une entreprise, ça ne fait peut-être pas du très bon cinéma, tout simplement. Oui. Ça va mettre le meilleur auteur ou la meilleure autrice derrière. Dans tous les cas, ça n'en est pas, c'est juste un divertissement après tout finalement. Mais justement, c'est juste un divertissement. Moi, je pense que le film a quand même une ambition. Au final, mais elle la remplit pas à 100%. Et j'avoue que oui, outre les messages qui sont passés,
ouais, l'ambition première, finalement, oui, de ces entreprises-là, c'est le divertissement, c'est le gain, et le film a très bien marché. Hein. Déjà, Barbie, ça a été le meilleur démarrage de l'année aux États-Unis. Ça a été le meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé pour une femme. Et Barbie est à la 14e place de la liste des plus gros succès du box-office mondial, avec 1,4 milliard de recettes. Je pense que ça prouve juste que les gens ont envie d'aller voir des femmes qui parlent de femmes au cinéma. Genre les girlies sont là. Ouais. On est toutes arrivées avec nos t-shirts roses pour voir le cinéma, film. On avait trop envie et c'était pas le film qui répondait à ses envies, je pense. Et je pense que là, on n'a même pas forcément capté toute l'ampleur et qu'il y aura peut-être plus d'analyses meilleures que la mienne dans les années qui viennent, parce que ça a tellement fait événement, il y a tellement des répercussions, je pense qu'on n'a pas senti là maintenant, mais je me dis, nous, on a des rêves du coup de comédies romantiques comme Clueless, She's All That, etc. Je sais pas ce que ça peut faire à des filles qui sont pré-ados ou ados, ou très jeunes femmes, de grandir et d'avoir une initiation comme ça au féminisme, on va dire, grand public. Sur le moyen terme, ce sera quoi l'impact de Barbie dans 10 ans? Ouais, est-ce que ça encore là ouais. Est-ce que ça restera comme un film culte qu'on regardera entre copines et des soirées pyjama quand t'as 10 ans? Je crois qu'on a fait vraiment tous les flops et les tops. Là. Ouais. Je pense que c'est un rap pour nos chouchous et nos petits vilains canards. Et qu'on va passer à la première catégorie. Du coup, on commence avec la catégorie meilleur film. En meilleur film, nous avons American Fiction de Cord Jefferson, Anatomie d'une chute de Justine Triet, Barbie de Greta Gerwig, The Holdovers d'Alexander Payne, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, Oppenheimer de Christopher Nolan, Past Lives de Céline Song, Pauvres créatures ou Poor Things de Yorgos Lanthimos et La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Est-ce qu'on dit bien Glazer? Oui, il me semble, ouais. Très bien. Voilà. Des quoi? Belle cuvée, mais en même temps, on a eu pas mal de flops dedans. Oui. Donc, déjà, pour vous, qui est votre chouchou? Parce que là, moi, je pense mon film de cœur, c'est Past Lives. Après, honnêtement, je m'incline devant Anatomie d'une chute. Ce sera Anatomie, je pense, à 100%. Anatomie, pour moi, est top 1. C'est vrai qu'il est... En tout cas, pour toi, Adrien? Moi, dans mon cœur, aussi Past Lives, je joue beaucoup. Anatomie, vraiment aussi. Mais je pense que ce sera ni l'un ni l'autre qui le obtiendra au final. Non plus, ça c'est sûr. Pour vous, qui est-ce qui l'obtient? Oppenheimer. Hein. En vrai, j'ai peur des points, mais je crois que je le sens en fait. Je pense pas que ce soit Scorsese. Je pense pas non plus. Moi, je pense que ça se joue entre Anatomie d'une chute et Oppenheimer. Ouais. Après, est-ce que ce sera Oppenheimer? Je veux pas... La belle surprise serait Anatomie, puisque les Américains aiment vraiment le film, enfin l'ont vraiment soutenu, pour un film français. Voilà. Et moi, je trouve que ce serait un peu trop beau qu'on l'ait. J'y crois pas, perso. Je pars pessimiste, mais ce serait vraiment incroyable que ça se produise, vraiment. Mais il est dans dans Anatomie et Past Lives. Et toi, Chloé? Bah ça, c'est que, pareil, de manière générale, coup de cœur pour Past Lives, mais vraiment énorme coup de cœur pour Past Lives. Pour une première réalisation, meilleur film, ça me semble vraiment pas réaliste. Oppenheimer, peut-être le plus réaliste du coup, et peut-être surprise avec Anatomie d'une chute. Mais ça serait pour le coup vraiment une belle surprise. Là, Oppenheimer, ça serait une déception attendue, quoi. Ce serait le choix de la sécurité, quoi. Ouais. Puis ce serait aussi... Anatomie d'une chute, c'est aussi l'Oscar à une femme, quoi. Et donc oui, tout ça pour dire que sûrement pas d'Oscar de meilleur film pour Anatomie d'une chute. Après, il est nommé 5 fois, sûrement du coup il aura d'autres Oscars, c'est sûr. Pas celui-ci. C'est sûr. Et donc on part sur une prédiction unanime de Oppenheimer, c'est ça? Je pense. Moi, il faut pas sous-estimer peut-être la zone d'intérêt. Ou peut-être en réalisation alors. Je vois la zone d'intérêt partir les mains vides. Moi j'aurais meilleur son. Ça oui, ça j'avoue. Ouais, si c'est pas la zone d'intérêt pour meilleur son, je saurais pas quoi dire, vraiment. Je sais pas comment ils pourraient le justifier. Pas qu'ils vont forcément se justifier. Déplacer le... Enfin, je vois pas oscariser un film aussi difficile.
Ouais, c'est vrai que c'est très difficile, mais peut-être le sujet... ouais. Il a fait un petit peu polémique quand même sur le fait de est-ce que c'est complaisant vis-à-vis des nazis, ce qui n'est pas le cas, mais du coup peut-être qu'ils vont pas se mouiller et qu'ils vont plutôt lui donner le son. Possible. Voilà. Moi j'y crois fort à cette théorie. Ouais. On part sur la sûreté d'Oppenheimer. Ouais. Mais pas par amour. Hein. Ah non. Par cynisme. Ouais. Parce que c'est le jeu. Parce que c'est ça. Oui, mais pour la prédiction de vote, pas pour ceux pour lesquels on aurait voté non, parce que les chouchous sont du coup Past Lives et Anatomie d'une chute. Mais vraiment, il apparaît à chaque fois qu'on parle de lui. Parce qu'il est magique. Voilà. Il sait qu'on l'aime. Voilà. C'est ça. Noé Oppenheimer. Au sujet de la meilleure réalisation, nous avons Christopher Nolan pour Oppenheimer, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt, Justin Trier, je l'ai dit à l'américaine, j'ai vraiment là, Justin Trier pour Anatomie d'une chute et Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature. Vos avis? Coup de cœur immédiat, Justin Trier. Pitié. Ouais. Oui. Si c'est Yorgos Lanthimos qu'il a, je vais jamais m'en remettre. J'étais en train de me dire qu'en vrai, il y a un monde où c'est Yorgos. Il y a un je sais pas monde, comment il a été reçu aux États-Unis. Plutôt bien, je pense. Attends, Nel. Avant de passer aux prédictions, c'est quoi ton vote de cœur? Est-ce que c'est... Ok. Bah oui. Ouais, là, moi, Justine. Ça allait être la guerre froide. Justin Triette. Sans foi. Justine est quand même, en vrai, Jonathan Glazer, sa réal, elle est hyper marquante. Oui. Dommage, Céline Song pas nommée. Moi, je trouve que franchement, il y a des films qui auraient... Enfin, elle méritait grave ça. Surtout qu'il a été choisi pour meilleur film, elle méritait sa nomination. Ouais. C'est son premier film. C'est hyper bien maîtrisé. C'est trop dommage qu'elle n'ait pas été nommée. C'est un peu injuste. Complètement. Là, c'est vrai que elle a été snobée. Ouais. On peut le dire. Ses acteurs aussi. Hein. On a Greta Lee pour Nora, Tae Woo pour Rae Sang et John Margaro pour Arthur. Et aucun des trois n'est nommé, que ce soit pour acteur, actrice principale ou secondaire. Et bah en vrai, oui, c'est pour moi, c'est comme Greta Gerwig, c'est deux femmes qui, quitte à les mettre dans meilleur film, on pouvait... Enfin, j'ai l'impression que les nommer dans meilleur film, c'est reconnaître le succès de leur œuvre, mais ne pas vouloir prendre le risque d'Oscar. Enfin, prendre le risque. Scorsese, est-ce qu'on avait vraiment besoin de le nommer une énième fois? Est-ce qu'il innove beaucoup dans son film? On sait pas, mais déjà oui, est-ce qu'on avait besoin de le nommer une énième fois? Et du coup c'est avec cette nomination là qui remporte le plus grand nombre déjà de nominations, donc c'est une victoire en soi et c'est vraiment une consécration parce qu'il dépasse Spielberg. Donc ouais, c'est des choix de l'institution aussi, de l'académie. Il y a un acte dans l'acte en fait, dans le fait de nommer déjà ça dépasse quelque chose. Oui, il y avait en fait, c'était la possibilité de nommer une jeune réalisatrice qui fait son premier long métrage qui est vraiment un coup d'éclat formidable et nommé pour la 1 milliardième fois Scorsese qui du coup ne serait-ce que pour être nominé gagne déjà un prix. Oui, c'est ça. Et même si on sait très bien qu'il va pas gagner ni la réal ni le meilleur film, c'est peu probable. Mais c'est une égérie quoi, vraiment, c'est l'égérie des Oscars. Voilà. Et donc on part sur une prédiction de moi je suis perdue. J'essaie de me mettre dans leur cerveau et de visualiser. Il y a l'estrade. Ils sortent, ils ouvrent la meilleure réalisation et t'as Justine Trier. Ouais, Justine, là, c'est vrai que ça sonne bien, ça. Ouais, clairement. On croit en Justine Trier, en tout cas. Moi, j'y crois. On peut avoir tort, on peut totalement avoir tort, mais là, c'est vraiment un espoir réel et qui vient du cœur, mais aussi du cerveau. Et on croit en elle. Je crois. On passe à la... Dans la catégorie meilleur acteur, les nommés sont Bradley Cooper dans Maestro, Coleman Domingo dans Rustin, Cillian Murphy pour Oppenheimer, Jeffrey Wright dans American Fiction et Paul Giamatti dans The Holdovers. Et c'est vraiment la catégorie où je n'ai pas de coup de cœur. Ça ne me fait rien. On va la regarder un peu, est-ce qu'ils ont l'air de bien jouer? Maestro, on n'a pas accroché. Je trouve le jeu d'acteur de Bradley Cooper très mauvais dans Maestro. Donc, Rustin, je ne l'ai malheureusement pas vu. Non plus. Non, du tout. Je pense qu'on a notre gagnant à l'image là tout de suite. Bah là, oui, hein. Un peu incontesté. Bah ouais, mais parce qu'on l'aime aussi. Moi, je l'aime. Bah ouais, moi aussi, je l'aime bien, Cillian, le bon Cillian. Non, le bon Cillian, dans son rôle, tu peux rien vraiment lui reprocher parce qu'il est habité par le rôle et il est complètement... Moi, il délivre vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu lui reproches, toi, du coup?
Je trouve que c'est un acteur qui joue en effet très bien, mais que je trouve un peu générique, où on a besoin de quelqu'un qui a une gueule, c'est Cillian Murphy, et finalement j'arrive pas à voir vraiment autre chose que Cillian Murphy quand je le vois à l'écran. Il fait du Cillian Murphy. Il fait trop, je suis trop tourmenté, trop sérieux. Regardez à quel point je suis stylé, tellement tourmenté. Sérieux, finalement je trouve que j'arrive pas à j'ai l'impression qu'on creuse pas assez, en tout cas dans les rôles qu'on lui donne. Je l'ai jamais vu dans un rôle, je me suis dit putain, son personnage est vraiment intéressant et vraiment apporte quelque chose là. Même dans Batman? Bah oui. Ok. Je trouve qu'il joue pas la même façon, puisqu'on le voit dans Dunkerque, on le voit dans Batman. Ok, donc on est tous d'accord sur Cillian Murphy. Oui, je pense. J'aurais à voter. Petite prédiction. Alors, pour la meilleure actrice, sont en compétition Annette Bening dans Insubmersible, Carey Mulligan dans Maestro, Emma Stone dans Pauvre créature, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon et évidemment Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Tough choice. Non. Je commence à me dire que c'est vraiment Anatomie d'une chute fan club. Oui, on est financé par Justine Trier, on l'a pas dit. Mais c'est de la propagande. Le CNC nous a payé. Après, Carey Mulligan, moi je l'adore, c'est une actrice que j'aime énormément. Mais bon, voilà, j'ai pas vu Maestro, mais je pense pas que ce soit un rôle pour lequel elle va gagner un Oscar. Emma Stone, elle l'a déjà eu. Mais j'aime beaucoup sa performance vraiment géniale dans le film. C'est un rôle oscarisable, clairement. Un rôle très oscarisable quand même. Ouais, parce qu'elle va assez loin dans son. Enfin, c'est une transformation. Moi, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien, mais ça a pas changé ma vie. Mais parce que je pense que je suis pas assez fan non plus d'Emma Stone, on va pas se mentir. Je l'aime bien, mais. Vraiment pour Things, The Hate Club. Ouais. J'ai pas adoré la performance. Non, je ne lui donnerai absolument aucun vote. Et pour le coup, plutôt vote chouchou pour Lily Gladstone. Je pense pas qu'elle le remporte forcément et ça irait peut-être plus vers Sandra Hüller. Mais je me dis, il y a trop de votes prédictions pour Anatomie d'une chute. Il y a forcément des trucs que j'ai mal sentis. On va lui porter la poisse. C'est ça. C'est qu'il y a forcément un truc avec lequel on est passé. Mais je pense pas non plus que ça sera pour Lily Gladstone. J'aimerais beaucoup, mais je le sens mal parti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que Sandra Hüller, grande favorite de cœur, mais je pense pas qu'elle va l'avoir. Je pense pas parce que il y a d'autres choses à donner à Anatomie d'une chute et elle a déjà été énormément récompensée. Et je pense aussi que ça va se jouer entre Emma Stone et Lily Gladstone. Et je pense que ça va dépendre du mood dans lequel sont les gens aux Oscars. Est-ce qu'on a envie d'être progressiste? Enfin, en tout cas, de prétendre être progressiste. Oui, c'est sûr. Quel signal on va envoyer? Je pense qu'Emma Stone l'ayant déjà eu, il y a de grandes chances que ce soit Lily Gladstone. Meilleur acteur dans un second rôle, nous avons donc Mark Ruffalo dans Pauvre créature. Ensuite, on a Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon et Sterling K. Brown dans American Fiction. Ça sera pas American Fiction. Bah, je pense pas. Je pense que ça va être Robert Downey Jr. Je sais pas. Hein. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois. Parce qu'il est. J'ai pas vu le film, mais j'ai bossé sur son travail pour des articles. Et surtout, j'ai vu les images et en vrai, attends, il sort de Marvel. Et c'est ça. Et en plus, il le fait vraiment. L'histoire dit que Nolan lui a dit voilà, je te propose le rôle pour que tu puisses prouver au monde ton talent. Sous-entendu, voilà, Marvel, c'était. Ce qu'il est capable de faire hors Marvel, ouais. Mark Ruffalo, rôle bien pitoyable, mais alors pas pitoyable, mais comment dire. Oui, il joue bien. Il joue bien le gars que t'as envie de dire un bouffon, en fait. Non, il joue bien après. Est-ce que ça mérite? Non. Je pense pas. Non, je pense pas, mais j'avoue que quand même, sa complainte au balcon quand ils sont à Paris, qu'il est en train de. Oh, on est en train de perdre une affiche. Non, Star Wars. Star Wars, elle dit c'est trop pour moi. C'est ça. Non, comment ça, on défend ce film de merde? Arrêtez de clasher De Niro et. Voilà. C'est les mesclus, voilà. C'est ni Lucien, ni je sais pas, ouais, Mark Ruffalo, il m'a surpris en fait. Je l'avais jamais vu jouer comme ça. Donc, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, nous avons America Ferrera dans Barbie, Davin Joy Randolph dans Winter Break, Daniel Brooks dans La couleur pourpre, Emily Blunt dans Oppenheimer et Jodie Foster dans Insubmersible.
J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur Madame Joy Randolph. Je suis absolument d'accord. Elle était incroyable. J'ai commencé le film en pensant que ça allait être un mix de le Cercle des poètes disparus et Breakfast Club. Désolée, mais j'ai pas trop l'impression que ça s'éloigne de ces prémices-là, cette idée préconçue. Mais elle, je l'attendais pas du tout. Je pensais pas... en fait, je connaissais un petit peu rien du film. C'était juste une idée préconçue de ce que j'en avais vite fait entendu. Je pensais pas du tout qu'elle allait avoir son personnage. Je l'attendais pas. Et pour moi, elle a elle a tout carré. Vraiment tout le film. Et pareil, c'était une actrice que je connaissais pas du tout. Je trouve que ça serait hyper encourageant pour elle. J'ai hâte de la voir dans d'autres choses. Et elle est dès qu'elle arrive, elle vole la vedette. Hein. Bah franchement, c'était un côté dramatique et touchant que j'avais pas décelé chez elle. Et pour le coup, trop hâte de voir ce qu'elle va faire d'autre parce qu'elle est aussi forte en comédie que en drame. Bah, comme disait Nel tout à l'heure, tu m'as convaincue. je vote pour elle. Je pense que ça va être America Ferrera. Bon. C'est ce que j'allais dire, en vrai, je la trouve vraiment pas douée dans le ouais, film. Non, je suis d'accord, pas très bien, son personnage est pas très intéressant, mais j'y crois. Ouais, j'y crois pour la vibe féminisme libéral en fait que ça veut représenter. C'est difficile. Hein. Moi je guesse là-dessus. Ouais, moi aussi, je sens que ça va être ça. En termes de personnages féminins écrits par Madame Greta Gerwig, c'est le pire. Si c'est elle qui remporte un Oscar... Ouais. C'est dur. Pour tous les autres personnages trop chouettes qu'elle a écrits, c'est dur. C'est coup dur. Mais j'y crois. Ouais, moi aussi. Je le sentais pas avant que vous le disiez, mais peut-être. Là, d'un coup. Ouais. Non, le côté evil des Oscars, quoi. C'est. Ils en doivent une à Barbie. Ils en doivent trop une à Barbie, je pense. Il y a eu tellement de backlash autour du fait qu'ils n'aient pas nominé Margot Robbie qu'on n'a même pas abordé comme une injustice dans cette vidéo. Mais en même temps, bon, voilà. Greta Gerwig qui n'est pas la réelle. Ouais, c'est vrai. En fait, on est beaucoup plus enthousiaste sur film-réalisation que les personnes qui sont nominées pour ce qui est des performances, j'ai l'impression. Et au contraire, il y a des personnes qu'on aurait voulu voir nominées qui ne le sont pas. On parlait du cast de Past Lives. Ou du cast de May December. Ou du cast de May December. Julianne Moore aussi, c'était légitime qu'elle soit nominée, par exemple. Envie de dire en vrai que les Oscars, c'est pas forcément une marque de grandeur ou de qualité pour un film. Aujourd'hui, on aime bien en discuter parce que surtout l'occasion de parler de films qu'on est pratiquement sûr d'avoir vus et partagés, même si on a des goûts différents, je pense qu'on se rejoint sur les films qui sont nommés parce que ça a marqué l'année. Ça nous donne un corpus un peu varié en plus. Oui, ça c'est chouette. On l'a bien vu cette année du coup. Et c'est tout. Mais oui, en vrai, oui, que c'est pas le marqueur ultime de la qualité d'un film, quoi. Oui, c'est ça. Absolument. Aujourd'hui, on avait surtout envie de peut-être donner envie de voir certains films que des personnes ont ratés, de défendre nos petits chouchous, mais toujours en gardant à l'esprit que les récompenses sont des récompenses qui découlent vraiment d'une industrie entière et ça dit rien du goût des personnes, chacun a sa cinéphilie et il y a des films qu'on adore qui n'ont pas été nommés, ça retire en rien leur qualité. Et aujourd'hui, je pense que si on peut finir sur un mot de fin, c'est aussi rappeler que justement il y a toute une industrie derrière ces cérémonies-là et qu'il ne faut pas aller hésiter à soutenir des films qui ne sont pas nommés, des films indépendants, des cinémas indépendants aussi. Si jamais vous voulez rattraper des films qui sont nommés aux Oscars ou en découvrir des nouveaux, il n'y a pas que UGC et Pathé. Bien sûr. Et toujours penser à aller à aller un petit peu au-delà des films qui sont nommés et des films qui sont dits comme cultes parce qu'il y a toujours des bonnes pépites. C'est cool d'en parler parce que c'est bien que tout le monde puisse donner son avis, enfin que le cinéma appartient à tout le monde. C'est ça. Et qu'on est aussi légitime en tant que spectateur à donner notre avis et même si on n'est pas dans les goûts... Enfin oui, même si on ne partage pas forcément les avis d'une cinéphilie dominante qui est aujourd'hui très, très connotée, ça veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dire et c'est aussi trop cool qu'on puisse en parler comme ça. Parce que les premiers juges, c'est les spectateurs. Voilà, c'était la fin de vidéo. vidéo. Bravo.